Alors, donc on doit être en visio avec Olivier Amand. Je suis bien là. Et je me tourne vers la caméra et il doit peut-être me voir. Je Alors te vois, Nicolas. j'ai le plaisir donc d'accueillir Olivier Amand, qui est biologiste, directeur de recherche à l'INRAE dans le laboratoire de reproduction et développement des plantes au sein de l'ENS de Lyon, directeur de l'Institut Michel Serres, auteur de plusieurs ouvrages, notamment La troisième voie du vivant, De l'incohérence, philosophie politique de la robustesse aux éditions Odile Jacob. Il est également co-auteur d'un manifeste pour une santé commune. Et donc on a demandé à Olivier Amand de nous parler du vivant et de la santé commune. Merci, Nicolas. Je vais prendre la suite de Noé. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais vous parler de l'inconnu et en fait, le but, ça va être de réenchanter le risque. Donc, on est bien aligné avec le sujet. Alors, j'espère que vous voyez bien mes diapos. N'hésitez pas, si ce n'est pas le cas, à me faire signe. Alors, donc, mais du coup, c'est parti. Troisième voie du vivant. Alors, du coup, je commence avec cette idée-là. C'est que, comme ça a été dit juste avant, on est dans un monde qui aime beaucoup le contrôle. Et donc, on est dans un monde de la performance que je définis comme la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience avec le moins de moyens possible. Donc, on est dans ce monde de la performance. Et donc, évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une bonne idée d'être est-ce que c'est une bonne idée d'être comme ça dans la performance en permanence? Alors du coup, je vais vous donner quelques arguments contre, en fait, évidemment. Alors la première chose, hein, c'est que quand on fait de la performance, eh ben, c'est souvent contre-productif. C'est-à-dire que je misais sur l'efficacité et l'efficience, en fait, c'est s'enferrer dans une voie étroite. C'est se canaliser, hein, très clairement. Et en fait, quand on est dans une voie étroite, en fait, on atteint son objectif et on rate tous les autres. Donc là, par exemple, c'est le cas du canal de Suez, c'est mon exemple favori, où voilà, un bateau qui est en travers, et d'un seul coup, l'Europe se rend compte qu'elle dépend de la Chine et de l'Inde pour des produits vitaux comme les médicaments, par exemple. Donc ça, c'est très prévalent partout, mais c'est vrai aussi à l'université et en recherche, hein. Et donc, alors, dans mon domaine, hein, en biologie végétale, par exemple, on va faire des plantes qui vont résister à des virus. Et donc, on peut se dire que ça, c'est un progrès, mais en fait, ce que ça fait surtout, c'est que ça maintient l'idéologie de la monoculture. La monoculture, hein, ce n'est pas une méthode, c'est une idéologie. Et en voulant faire une bonne chose, finalement, on est en train de fragiliser toute l'agriculture avec des systèmes bien trop étroits en termes de pensée, quoi. Deuxième critique de la performance, c'est les effets rebonds que vous connaissez bien. Donc là, je prends toujours mes exemples des frigos. Donc dans les années 60, les frigos consommaient beaucoup d'énergie. On a fait beaucoup de progrès. Et puis eh ben, aujourd'hui, les frigos, ils consomment moins d'énergie, ils sont plus attractifs et du coup, on les a multipliés. Et ben voilà, ça c'est un effet rebond typique. Les frigos aujourd'hui, la population de frigos mondiale consomme plus d'énergie que dans les années 60. Donc c'est vrai pour les frigos, c'est vrai pour le charbon, pour le pétrole, pour les avions, pour la lessive concentrée, c'est très très général, hein, tout ça. Et donc c'est vrai aussi en recherche. Et là je reprends un exemple en biologie végétale. Pendant il y a une vingtaine d'années, hein, 30 ans même, on vendait le palmier à huile comme une plante extrêmement productive qui du coup augmenterait les rendements par mètre carré d'huile, hein, de production d'huile, et ce qui éviterait la déforestation. Bon, bah, donc c'est évidemment le contraire qui s'est passé par effet rebond, parce qu'en fait, quand on a une plante très productive, ça crée surtout des nouveaux besoins. Et du coup, des nouveaux besoins en cosmétiques, en aliments ultra transformés, en biocarburants. Et du coup, ça induit une augmentation de la déforestation, notamment en Indonésie et en Malaisie. Donc les effets rebonds, c'est vraiment partout, et donc aussi en recherche, et en fait, on ne les voit pas venir, hein, c'est assez vicieux, quoi. Troisième critique de la performance, c'est la loi de Goodhart. Quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Donc ça, là, je prends l'exemple du sport de compétition où c'est le plus facile à voir, hein. Quand on veut atteindre le sommet du podium, eh ben, on peut être amené à faire énormément de performances et donc à pousser sa performance et donc faire du dopage. Et donc là, vous voyez, vous êtes un sportif de compétition, hein, vous allez vous intoxiquer pour atteindre la meilleure performance. Bon, bah, donc ça, c'est vraiment contre-productif. Et donc ça, c'est vrai dans tous les secteurs, hein, les KPI dans l'économie, la suroptimisation des hôpitaux, etc., quoi. Alors, c'est vrai aussi en recherche à l'université. Donc ça, c'est l'article Parketal là, en 2023 dans Nature qui montre que en fait,
l'évaluation des chercheurs pousse à publier trop et trop vite. Et du coup, ça augmente le niveau de fraude et les articles qui sortent sont de plus en plus incrémentaux, sont de moins en moins disruptifs, quoi, on pourrait le dire comme ça. Ben, ça, c'est un produit de la performance parce qu'on a mis l'accent sur une certaine forme de performance, une évaluation très étroite, et du coup, ça fait de la recherche de moins bonne qualité. Alors, tout ça, c'est trois critiques systémiques de la performance. Et donc, c'est quand même un peu problématique parce que c'est quand même notre logiciel dominant actuellement et on voit que ça marche pas, quoi. Alors, en fait, si je le résume avec une image avec trois équations, en fait, quand on met l'accent sur la performance, c'est toujours une performance relative. Et donc, une performance relative, ça veut dire qu'en fait, on fait de la compétition. Donc, quand on met l'accent sur la performance, en fait, on est en train d'alimenter la compétition. Dans une compétition, qui gagne? Dans une compétition, ce sont toujours les plus violents qui gagnent. Donc, quand on met l'accent sur la performance, en fait, on met indirectement l'accent sur la violence. Vous savez, il y en a certains qui parlent d'efficacité pendant des années et puis après, ils parlent de réarmement. Bon, bah voilà, on y est, hein, on est passé de la performance à la violence. Alors, cette violence, elle s'exerce contre les plus défavorisés, évidemment, et elle s'exerce aussi contre les écosystèmes. Notre performance a un coût, et ce sont les écosystèmes qui payent l'addition. Et donc là, vous avez les sujets que vous connaissez bien. Nicolas les a rappelés avec les limites planétaires, hein, crise climatique, effondrement de la biodiversité, pollution globale, pénurie de ressources. Donc c'est ça les sujets du siècle, hein, très clairement. Alors là-dessus, je voudrais juste dire deux choses. Pour moi, il y a deux idées clés à retenir de tous les rapports scientifiques sur la question socio-écologique. Le premier, c'est que c'est le climat qui domine dans les médias et dans les discussions. En fait, on ne parle quasiment que de CO2 et de bilan carbone et d'énergie, du coup. Alors, il faut bien réfléchir. Si on apporte des solutions à la crise climatique, eh ben souvent, ça aggrave la pénurie de ressources, ça aggrave l'effondrement de la biodiversité et ça aggrave les pollutions globales. Donc, c'est pas pour dire que la crise climatique n'est pas importante, c'est important. Mais la crise climatique, c'est le symptôme, ce n'est pas la cause. La cause, c'est qu'on fait une guerre à la vie. Donc, le premier levier de très loin qu'on devrait utiliser, c'est la biodiversité. C'est que si on s'occupe de la biodiversité, si on augmente la biodiversité cultivée, par exemple, ça va aider à résoudre le problème de la crise climatique, ça va aider à réduire les pollutions globales et ça va aider à réduire la pénurie de ressources. C'est le levier de très loin le plus systémique. Notre performance fait une guerre à la vie et il faut donc qu'on s'occupe de la vie. Mais donc, c'est plutôt la biodiversité, le premier levier. Ça, c'est le premier point, la biodiversité avant le climat. C'est très simple, hein, finalement, hein, c'est beaucoup plus systémique. Le deuxième point, très important des rapports scientifiques, c'est le mot qui est en rouge, là. Ce que nous disent le GIEC, l'IPBES, l'IUCN, mais c'est aussi la CIA, le Forum économique mondial, l'OCDE, tous ces rapports scientifiques disent que le 21e siècle sera fluctuant, il sera turbulent. On est en train de quitter le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type. Alors ça, c'est très clair. Et en fait, c'était une prédiction il y a 20 ans. Aujourd'hui, on est dedans. Les méga-feux, les méga-inondations, les remous sociaux, les crises géopolitiques, tout ça, c'est le produit de notre performance qui alimente la violence. Alors, ce monde-là, ce 21e siècle fluctuant, c'est le produit de notre performance. Alors, qu'est-ce qu'on a imaginé pour répondre à cette crise de la performance? Alors, c'est là que vous voyez, c'est incroyable. En fait, nos solutions, très souvent, elles sont encore coincées dans le dogme de la performance nécessairement positive. Donc, c'est la géo-ingénierie, l'agriculture de précision, enfin, des tas de technologies, en fait, qui sont très, très mal pensées parce que ce sont que des technologies, enfin, il n'y a pas que ça, mais c'est beaucoup de technologies performantes qui vont faire de l'optimisation qui fragilise, qui vont faire des effets rebonds et qui vont faire de la loi de Goodhart. Donc, en fait, c'est très étroit. Bon, la géo-ingénierie, c'est l'exemple typique de la meilleure réponse à la mauvaise question, hein. C'est voilà, c'est pas en réduisant la quantité de CO2 dans l'atmosphère qu'on va résoudre le problème, hein. C'est la cause est plus profonde, quoi. Donc du coup, moi, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, eh ben, c'est de dérailler, et notamment, par exemple, avec Albert Einstein qui dit on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée que celle qui l'a créé. Alors c'est très simple, hein, c'est la performance qui crée les problèmes actuels du monde. Eh ben, c'est probable que ce ne sera pas la performance qui va les résoudre. Il va falloir sortir du dogme de la performance nécessairement positive.
Alors, c'est quoi, du coup, ce monde-là? Alors, c'est en fait assez simple, hein. La première question à se poser dans un 21e siècle qui devient de plus en plus fluctuant, ben, c'est comment habiter un monde fluctuant. Comment on fait pour habiter dans un monde qui vit sur l'écart-type, où en fait, ce qu'on avait prévu pour 2100 apparaît en 2024. Vous pouvez prendre l'exemple du dôme de chaleur au Canada en 2021, hein. Le dôme en 2021, pendant l'été, il a fait 50 degrés à Calgary. Bon, bah, ça, c'était le climat qu'on prévoyait pour 2100. Bah, ça, c'est arrivé en 2021. C'est ça, hein, le monde fluctuant, hein. C'est-à-dire que le long terme arrive au présent, avec des très grosses fluctuations. Donc, comment on fait pour habiter dans ce monde fluctuant? C'est la première question à se poser au XXIe siècle. Alors du coup, ça c'est une très grande question, mais il se trouve que la solution, on l'a peut-être sous les yeux, parce que les êtres vivants, ça fait des millions d'années qu'ils vivent dans un monde fluctuant. Et donc peut-être qu'ils ont des recettes à nous fournir, en fait. C'est en tout cas des indications, des garde-fous, quoi, qui pourraient nous aider à habiter ce monde fluctuant. Alors je vais vous le dire avec une diapo, hein. Je vous résume toute la biologie avec une diapo, donc évidemment que c'est bien trop simpliste, hein, ça mériterait plus de nuances. En fait, ici, ce que vous voyez, c'est l'idée principale, quoi, que je voudrais qu'on voyait. En fait, c'est l'idée que les êtres vivants sont sélectionnés au cours de l'évolution pour être robustes. Robustes. Donc, la robustesse, c'est quoi? La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Ça, c'est à court terme, et à plus long terme, c'est maintenir le système viable malgré les fluctuations. Donc c'est ça qui est sélectionné au cours de l'évolution. Les êtres vivants sont d'abord robustes. Au premier ordre, ce sont des êtres robustes. Comment font-ils pour être robustes? Ben, c'est là qu'on voit qu'on a un contre-modèle, parce que les êtres vivants, ils sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Alors ça, donc là je le dis de façon assez brutale, mais en fait c'est quand ça c'est l'analyse systémique des réseaux du vivant, des réseaux moléculaires, des réseaux de neurones, des réseaux physiologiques au cours de l'évolution, dans les réseaux des écosystèmes. Qu'est-ce qu'on trouve? De l'inefficacité. Il n'y a pas d'objectif chez les êtres vivants. L'évolution est aveugle, hein, par exemple. Beaucoup d'hétérogénéité, pensez à la biodiversité, voilà, c'est très hétérogène. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inconnus, beaucoup d'aléatoires. Il y a tout un champ de la biologie qui s'appelle la biologie stochastique, qui n'étudie que les processus aléatoires chez le vivant. Beaucoup de lenteur, beaucoup de délai. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui sont oscillantes, hein, dans le monde vivant, beaucoup de choses circulaires, hein, le cycle cellulaire, le cycle menstruel. Donc ça, c'est des oscillations. Pour maintenir des oscillations dans la durée, il faut activement maintenir des délais. Beaucoup de redondance. Pensez au nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre, pensez au nombre d'alvéoles pulmonaires que vous avez dans les poumons. Donc les êtres vivants sont extrêmement redondants. Beaucoup d'incohérences. Donc il y a beaucoup de contradictions internes dans les êtres vivants et c'est ça qui leur permet d'avoir une certaine souplesse interne. C'est que s'il n'y avait pas d'incohérence interne, ce serait très cohérent et donc ce serait très rigide. Comme une dérive sectaire, hein, d'ailleurs. Ce serait très rigide. Ben, ça, c'est très fragile, hein. La première perturbation, ça casse. Donc, en fait, les êtres vivants sont souples hein, parce qu'à l'intérieur, c'est bourré d'incohérences, beaucoup de contradictions internes. Et puis, le dernier point, c'est l'inachèvement parce que les êtres vivants, en fait, ils sont inachevés parce que quand ils sont achevés, eh ben, ils sont morts. Donc, tant qu'on est vivant, on est inachevé. Donc ça, c'est un peu la théorie. Donc c'est ce qu'on voit quand on analyse les réseaux du vivant. Donc énormément de contre-performances qui ajoutent du jeu dans les rouages pour rendre les systèmes vivants plus robustes. Alors je vais vous donner juste un exemple, c'est mon exemple favori, mais je pense qu'il illustre bien le problème. En fait, notre température hein, corporelle, on est à 37 degrés, et puis quand il y a un pathogène qui rentre dans notre corps, une bactérie, un virus, quoi que ce soit, on peut avoir de la fièvre. Donc on va monter en température 38, 39, 40. Donc moi, si j'isole les protéines et les enzymes de votre corps et que je mesure leur activité, je vais trouver que l'optimum d'activité des enzymes n'est pas à 37 degrés, il est à 40 degrés. Donc ça veut dire qu'à 37 degrés, notre corps n'est pas au maximum de performance, il n'est même pas à l'optimum de performance, il est bien en dessous de l'optimum de performance. Ça veut dire qu'à 37 degrés, notre corps fonctionne de façon satisfaisante. Good enough, pas plus, quoi. Donc ça veut dire 10 sur 20. Hein. En fait, mais par contre, alors quand on monte en température, alors là, notre métabolisme et notre système immunitaire devient nettement plus performant. Et donc, vous voyez que ce qui se passe, en fait, c'est que notre système immunitaire, il est boosté par la fièvre. Hein. Et donc, vous voyez, le message est tout simple. Hein. À 37 degrés, on n'est pas très performant. Mais par contre, parce qu'on n'est pas très performant, on a gardé des marges de manœuvre et donc on va pouvoir gérer une fluctuation, la fluctuation d'un pathogène qui arrive. Et puis à 40 degrés, ben là, on est très performant.
Mais on ne peut pas rester très longtemps à ce niveau de performance parce que là, ça devient très violent pour le corps. On est en train de tout brûler, quoi. On est en train de faire un burn-out moléculaire, quoi. On ne peut pas rester à 40 degrés plus de 3 jours en continu, hein. On est obligé de revenir après parce que sinon, c'est mortel, hein. Donc, vous voyez, c'est tout simple, hein, en fait, hein. Le monde vivant garde énormément de marge de manœuvre, hein, pour pouvoir être robuste. Et donc, ce que je vous raconte pour la température corporelle, c'est vrai pour toute la chaîne alimentaire, par exemple, hein. La photosynthèse gâche 99% de l'énergie solaire. Les herbivores qui mangent des plantes, hein, c'est 90% de pertes caloriques. Un carnivore qui mange un herbivore, c'est 90% de pertes caloriques. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment arrêter avec cette idée du vivant qui est optimisé, qui est sobre, hein, qui est économe. C'est totalement faux, hein. Les êtres vivants gâchent énormément. Ils ne sont pas efficients. Mais par contre, ils sont robustes. Enfin, si je vous le dis différemment, les êtres vivants ne sont pas performants et robustes, ils sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Les êtres vivants ne sont pas parfaitement adaptés, ils sont d'abord adaptables. Ou si je vous le dis encore différemment, les êtres vivants ne renforcent pas leurs points forts, hein, ils se construisent sur leurs points faibles. Ce sont des contre-performances qui ajoutent dans les rouages, qui ajoutent du jeu dans les rouages et qui permettent aux êtres vivants d'être robustes. Alors du coup, ça, c'est une idée clé qui va nous aider à habiter le 21e siècle fluctuant. En fait, depuis 10 000 ans, hein, depuis le néolithique, hein, depuis qu'on a inventé l'agriculture, hein, grosso modo, les humains, les sociétés humaines, on est coincés dans une idéologie du progrès qui serait amenée à augmenter les performances, hein. Le progrès, c'est l'augmentation des performances. Des individus, des collectifs, des technologies, on fait des choses de plus en plus performantes. Eh ben, aujourd'hui, dans l'Anthropocène, on se rend compte que cette performance devient contre-productive. Plus on augmente les performances et plus notre viabilité sur Terre est menacée, hein. C'est la question des limites planétaires. Donc le futur du progrès, ce ne sera pas des gains de performance. C'est physiquement impossible. Quand on fait de la performance, on s'enferre dans une voie étroite. Efficacité, efficience, atteindre son objectif avec le moins de moyens possible. S'enferrer dans une voie étroite, dans un monde qui change tout le temps, c'est suicidaire. Donc, le futur du progrès, ce ne sera pas des gains de performance. Je ne suis pas devin, hein, c'est juste que je prends au sérieux les rapports scientifiques, hein. Les rapports scientifiques disent que ça va tanguer au XXIe siècle, donc il ne faut pas être performant dans un monde qui est très fluctuant. Qu'est-ce que ce sera, le futur du progrès? C'est très simple, il faut changer de flèche, quoi. Il faut changer d'axe. Le futur du progrès, ce sera des gains de robustesse. On va augmenter les niveaux de robustesse. Dans un monde qui devient de plus en plus fluctuant, on veut devenir de plus en plus robuste. C'est ça, la valeur qui va monter au XXIe siècle. Alors, c'est du bon sens, hein, c'est très pragmatique. En fait, la robustesse, c'est la réponse opérationnelle aux fluctuations. C'est sa définition, hein, maintenir le système stable malgré les fluctuations. Il n'y en a pas d'autre, hein, c'est le primat de la réponse, c'est ça. Dans un monde fluctuant, on fait de la robustesse. Et vous voyez que c'est sur deux axes différents, parce que c'est un compromis, ce sont deux valeurs qui s'opposent. On ne peut pas être très performant et très robuste. C'est physiquement impossible. La performance, on s'enferme dans une voie étroite. La robustesse, on diversifie, on explore, on expérimente. C'est le contraire. Alors du coup, bon là, vous pourriez me dire, ok, d'accord, on fait de la robustesse dans un monde fluctuant, mais ça paraît quand même un peu utopique, parce que dans le monde actuel, il y a encore des actionnaires, hein, qui veulent de la performance financière, des clients qui veulent des objets pas chers et tout de suite, c'est la performance, des citoyens qui veulent de l'efficacité politique, hein, c'est encore de la performance, hein. Donc il y a de la performance partout, on est tous drogués à la performance, hein, on est tous addicts à la performance. Alors du coup, est-ce que vraiment c'est crédible, ça, qu'on bascule de la performance à la robustesse au XXIe siècle? Alors là, je vais prendre une autre analogie du vivant, c'est celle des nuées d'oiseaux. Donc les nuées d'oiseaux, hein, c'est des systèmes très intéressants parce que c'est des masses d'oiseaux comme ça qui changent d'un seul coup, hein, qui tournent à droite, qui tournent à gauche, quoi, de façon assez rapide, quoi. Et ben on peut se demander comment font-ils, quoi? Qui décide? Qui décide de tourner à droite et à gauche, quoi? Ben, c'est très simple, hein. Ce sont toujours les oiseaux à la périphérie du groupe. Parce que ce sont les oiseaux à la périphérie du groupe qui sont sensibles aux fluctuations du monde. Les oiseaux qui sont au cœur de la nuée, ils sont aveugles. Ils ne voient pas le monde, ils sont aveugles au monde. Donc en fait, si on veut voir un système basculer, il faut s'intéresser aux marges. Et ça, c'est vrai pour tous les systèmes, que ce soit un système biologique, un système physique, un système social, tous les systèmes basculent par les marges, par leur périphérie.
Alors du coup, qu'est-ce qu'on voit à la périphérie de notre monde actuel, quoi? Dans ce 21e siècle qui devient de plus en plus fluctuant, est-ce qu'on voit des initiatives robustes à la périphérie? C'est ça qui est très réjouissant, et je ne vous aurais pas dit ça il y a 20 ans, mais aujourd'hui, on voit énormément de projets qui sont guidés par cette idée de robustesse. Alors, sans forcément utiliser le mot robustesse, mais en fait, ce sont des projets robustes parce que ce sont des collectifs qui sont soumis à des fluctuations. Alors voilà quelques exemples. L'agroécologie, qui est un peu le contre-modèle robuste contre l'agriculture intensive, qui est une agriculture de la performance. En fait, dans l'agroécologie, on mise sur la biodiversité cultivée pour apporter des services écosystémiques qui vont rendre les parcelles et les collectifs sociaux plus autonomes. C'est de l'autonomie active, c'est-à-dire que les parcelles deviennent plus résistantes à la sécheresse et plus résistantes aux pathogènes uniquement parce qu'on a augmenté la biodiversité cultivée. Donc ça, c'est démontré et c'est en train de basculer. Les petits paysans, ils font de l'agroécologie. Ils n'ont pas le choix. Le pétrole, ça coûte trop cher, hein. En fait, c'est tout bête. En fait, ce n'est pas possible de continuer sur l'agriculture performante parce que c'est juste plus du tout aligné avec le monde fluctuant qui vient. Donc ça, il ne faut pas se méprendre, hein. Même si dans les infos, on entend beaucoup les agriculteurs râler. En fait, la tendance de fond, c'est la montée de l'agroécologie, hein. Ça, c'est mécanique, hein. Voilà, il y a plus il y a de fluctuations et plus on fait d'agroécologie, hein. Donc c'est tout la permaculture, l'agroforesterie, les jardins créoles dans les Caraïbes, hein, il y a toute une zoologie. Un autre marqueur peut-être plus évident encore, c'est le tout réparable. Il y a 20 ans, le tout réparable, c'était un atelier de réparation de vélos en ville. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule entreprise qui ne se pose pas la question de la réparabilité de ses produits. Et ça, c'est tout simple, hein. Faut faire un test de robustesse, hein. Imaginez que la Chine envahisse Taïwan dans un mois. Dans un mois, il faut fermer les frontières de la Chine, hein. Et du coup, comment on fait, quoi? Les entreprises qui dépendent de biens importés de Chine, ils mettent la clé sous la porte. Sauf si ils ont pensé au tout réparable et qu'ils peuvent développer une économie de la fonctionnalité. Du coup, voilà, les entrepreneurs, ils sont pas complètement fous, hein, ils commencent à s'y mettre et de façon très forte. La Royal Mail, par exemple, c'est une boîte bretonne qui fait des pulls garantie à vie. Brezelec, c'est de la réparation, c'est aussi breton, mais c'est de la réparation d'électronique pour les matériaux agricoles. Enfin voilà, c'est tout un champ et ça, c'est en train d'exploser, hein. Et puis enfin, il y a les coopératives. Alors, dans les coopératives, il y a beaucoup de choses, hein, mais donc il y a les scopes, il y a l'habitat participatif. En fait, le modèle coopératif est en pleine explosion. Je peux vous parler de télécoop, de Enercoop pour l'énergie. Voilà, donc les coopératives sont en train d'exploser très fort. Donc ça, c'est dans le monde social général, mais aussi alors, à l'université, on voit aussi cette bascule à la robustesse. Alors c'est plus modeste, hein, j'ai envie de dire, mais c'est quand même, c'est là aussi. Donc ce qu'on voit, c'est des étudiants déserteurs, hein, donc dans les écoles d'ingénieurs notamment, on en voit de plus en plus, hein, aussi à Normal Sup, on les voit aussi, hein. Donc en fait, c'est des étudiants qui disent, on n'est pas contre ce qu'on nous apprend, c'est-à-dire que la science, oui, la science elle est scalée, les maths, la physique, tout ça, c'est tout pareil, mais c'est le sens qu'on leur donne, quoi. Si l'idée c'est d'utiliser tous ces savoirs pour être encore au service de la performance, non, on démissionne, quoi, on déserte. Pour l'évaluation, on commence à se rendre compte que tous ces évaluations de recherche, hein, notamment les facteurs d'impact pour les journaux, le classement de Shanghai pour les universités, tout ça c'est extrêmement contre-productif, hein. C'est de la loi de Goodhart, hein, qui vraiment, voilà, ça conduit à des aberrations. Donc on voit apparaître, voilà, Dora par exemple. Maintenant on évalue les chercheurs sans prendre en compte, en tout cas théoriquement, sans prendre en compte les facteurs d'impact des journaux dans lesquels les chercheurs publient. Mais ça, c'est des signaux faibles du monde qui est en train de basculer, qui est en train de s'éloigner de la performance pour aller vers de la robustesse. Et puis, évidemment, un dernier point, c'est les sciences citoyennes. Ça aussi, qui est en train d'exploser. C'est-à-dire, en fait, il faut pas attendre. Enfin, on dit souvent qu'il y a une distance entre science et société. Et c'est pas, les chercheurs ne vont pas rester dans leur labo, hein, en attendant que les citoyens viennent les voir, hein. Il faut que les citoyens sortent des labos pour construire des projets avec les citoyens. Il faut que le citoyen pose la question avec le ou la chercheuse, quoi. C'est ce modèle-là qui peut donner une forme de robustesse sociale en reconnectant les scientifiques avec les citoyens. Mais donc ça, c'est pareil, c'est en train de se développer beaucoup et ça parle beaucoup à des chercheurs notamment qui désertent eux aussi parce que voilà, ils en peuvent plus de ce modèle de la performance à tout crin, quoi. Alors du coup, c'est ça, mon message principal, c'est qu'en fait, on est en train de basculer, enfin, on est dans un moment exceptionnel, hein, dans l'histoire de l'humanité. On est en train de quitter le monde de la performance pour aller vers le monde de la robustesse. Et donc, vous voyez, alors juste pour nuancer un peu, hein, c'est pas qu'on va complètement abandonner la performance, c'est un peu comme la fièvre, hein. C'est qu'en fait, dans un monde stable et abondant en ressources, on fait de la performance tout le temps. Et puis, quand il y a une crise, on se pose la question de la robustesse. Dans un monde qui devient instable et en pénurie chronique de ressources, on fait de la robustesse tout le temps et de temps en temps, on se pose la question de la performance. C'est l'inverse.
Alors du coup, ouais, évidemment, la question qu'on peut se poser après, c'est comment on fait pour monter en échelle, quoi, hein, comment une organisation peut prendre à bras le corps ce concept de robustesse et pour le décliner et pour le mettre en pratique, quoi. Alors, bah, il y a une chose que l'université peut faire, c'est regarder son histoire. En France, en 1792, on a fermé toutes les universités françaises du jour au lendemain. On les a toutes fermées parce que avant 1792, les universités regardaient le passé. Dans les universités, on enseignait la rhétorique, hein, on enseignait la théologie, on enseignait le droit romain, on n'enseignait même pas le droit contemporain, hein. Donc ça, bon, voilà. Donc on a tout arrêté en 1792 et juste après, en fait, on a réouvert des universités qui étaient alignées vers le futur. C'est-à-dire, c'est là qu'on a commencé à écrire, à ouvrir les écoles de physique, les écoles de chimie, voilà, des nouvelles sciences sociales, etc., quoi. Donc en fait, c'est un moment clé dans l'histoire des universités françaises. C'est un moment de fermeture et de réouverture. Ben, aujourd'hui, en 2024, à mon avis, on est en train de vivre à peu près le même moment. C'est-à-dire qu'il y a des universités qui sont encore coincées dans le monde d'avant et qui pensent que la crise socio-écologique, hein, c'est un peu comme la RSE, quoi, hein, c'est un truc à mettre en plus. Alors, les universités qui pensent comme ça, elles vont fermer, hein, très clairement, parce qu'en fait, enfin, c'est une façon de penser qui est complètement dépassée. En fait, là, je vous ai mis une pyramide, ça, c'est la pyramide des universités du futur. C'est-à-dire que dans le passé, on pensait que tous les projets étaient nourris par l'économie. Quand on est viable économiquement, ça fait du lien social, et quand il y a du lien social, dans le temps qui nous reste, on s'occupe de l'environnement. Bon, bah ça marche plus. Dans un monde fluctuant, notre ressource principale, ce sont les milieux naturels. Et donc, la première chose à faire, c'est prendre soin des milieux naturels. C'est la fondation de toutes les civilisations et de toutes les sociétés humaines sur Terre. C'est une anomalie, hein, les 200 dernières années, là, où on a commencé à mettre du pétrole ou du charbon, voilà, et penser que ça allait soutenir le lien social, hein. C'est une anomalie. Donc, les universités vont devoir inverser leur modèle. Donc, c'est ce qu'on appelle la santé commune à l'Institut Michel Serres, où toute la fondation de tous les projets, c'est le soin au milieu naturel. Quand on prend soin des milieux naturels, ça crée du lien social. Quand il y a du lien social, ça crée des modèles économiques. Et donc, le modèle économique n'est plus la contrainte d'entrée, c'est le produit de sortie. Donc, en fait, on a inversé la place de l'économie également à l'université, en fait. Ça doit inverser aussi notre relation à l'économie en mettant les milieux naturels en premier. Donc là, je vous ai mis quelques exemples d'initiatives. Ecologica, donc c'est à Lyon, Region School, c'est à Paris, Sator, c'est un MOOC en ligne. En fait, ce sont des petites universités qui ont pris ça à bras le corps, vraiment, qui ont tout construit leur modèle d'enseignement sur le soin au milieu naturel. Donc tous les projets émargent à ce sujet-là, quoi. Ben voilà, ben en fait, elles ouvrent la voie, hein, quelque part. Et donc, rien n'empêche l'INSA, évidemment, de prendre ça également à bras le corps. Alors, un autre point, c'est un peu éclectique, hein, c'est juste pour vous donner des idées. Dans le monde de la performance, on passait beaucoup de temps sur les réponses, sur les stratégies, sur les business plans. Et donc, la méthode scientifique était au service des réponses. Donc, c'est la méthode cartésienne, hein, observation, raisonnement, conclusion. Ben, quand on fait ça, on apporte très souvent les meilleures réponses aux mauvaises questions. C'est le défaut de la méthode scientifique. Elle est obnubilée par la réponse. Et du coup, on oublie la question de départ, hein. Là, je vous ai parlé des plantes améliorées qui répondent à une très très mauvaise question, en fait. C'est pas du tout ça qu'il faudrait faire. Donc du coup, dans un monde qui devient instable, donc dans le monde de la robustesse, et ben, du coup, on passe beaucoup plus de temps sur les questions. Au lieu de passer beaucoup de temps sur la réponse, on passe beaucoup de temps sur les questions. C'est la phrase de Einstein, hein. Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes sur la question, 5 minutes sur la réponse. Ben ça, comment on fait pour questionner les questions? Ben, en fait, on parle à des gens très très éloignés. Donc, c'est la fameuse interdisciplinarité. Donc, quand vous présentez votre projet à un physicien, à un trader, à un boulanger, à une ballerine, je peux vous garantir que vous faites passer un test de robustesse à votre question. Est-ce que ma question est toujours pertinente à la fin? Et donc, une façon de faire également, c'est d'impliquer les artistes. Les artistes, ce sont des fabricants de questions. C'est leur métier finalement, hein. Ils posent des questions. Et donc, interagir art et science, c'est un excellent protocole finalement pour questionner les questions. Et donc ça, on va en faire beaucoup plus dans le monde de la robustesse. On va surtout pas, face à l'urgence, en fait, il faut ralentir son cerveau, hein. C'est ça qui est un peu contre-intuitif, parce que notre cerveau va trop vite à la réponse. Voilà. Art et science, c'est pour questionner les questions.
Une autre chose, c'est les évaluations. Donc, alors, dans le monde de la performance, hein, on adore les indicateurs de performance. Donc, c'est les facteurs d'impact, les évaluations, l'HCERS, tous ces trucs-là. Donc, ça, évidemment, c'est complètement contre-productif. Le mot indicateur, ça présuppose que le monde est stable. Un indicateur dans un monde instable, évidemment que ça ne sert à rien. Voilà, si demain est complètement différent que d'aujourd'hui, à quoi ça sert d'avoir des indicateurs? Donc, dans un monde instable et en pénurie chronique de ressources, on ne s'intéresse pas trop aux indicateurs de performance, on s'intéresse surtout aux tests de robustesse. Ça veut dire que les paramètres de son projet, de son organisation, on les fait fluctuer virtuellement et on voit si l'organisation est toujours robuste. Ça, c'est un test de robustesse. Voilà, ça, c'est ce qu'on fait dans un monde fluctuant, on fait des tests de robustesse, on ne fait plus du tout des indicateurs de performance. Les nouveaux ingénieurs, donc ça c'est particulièrement adapté pour l'INSA, c'est une bascule aussi, c'est-à-dire que les ingénieurs dans le monde de la performance, on leur demandait de faire de la performance via des délégations techniques distantes. Bon, bah, ça c'est le vieux monde un peu faisandé de la performance qui pensait le monde stable et abondant en ressources, quoi. Dans le monde instable et en pénurie chronique de ressources, ce qu'on va demander aux ingénieurs, c'est de développer des solutions robustes. Alors, c'est quoi des solutions robustes? Bah, c'est deux choses. Techno-diversité, c'est-à-dire qu'un ingénieur ne développe pas la meilleure solution technique, il développe un ensemble de techniques toutes robustes. Mais il y a un plan A, il y a un plan B, il y a un plan C, il y a un plan D. Ça, c'est robuste. Et la deuxième chose, c'est que la solution doit viser l'autonomie technique des citoyens. Donc, il faut que les citoyens, à l'échelle d'un collectif, d'une région, d'un pays, soient capables de s'approprier, d'adapter la solution technique. Et donc, vous voyez qu'en fait, quand on bascule de la performance à la robustesse, c'est pas du tout technophobe. En fait, quand on réfléchit bien, c'est le monde de la performance qui est technophobe. Dans le monde de la performance, quand il y a une nouvelle technologie, elle écrase les technologies plus anciennes. Donc c'est technophobe. Et en plus, chaque nouvelle technologie éloigne les citoyens de la technologie. C'est doublement technophobe. Dans cette pièce, je suis sûr que personne n'est capable de réparer son smartphone. Et ben voilà, donc ça c'est technophobe. Dans le monde de la robustesse, non seulement quand il y a une nouvelle technologie, si elle est robuste, on la garde. Si c'est robuste, on garde. L'imprimante 3D, par exemple, ça peut très bien aider à faire des objets réparables à vie. Bon, bah, donc ça, on peut garder. C'est pas du tout contre les nouvelles technologies, il faut seulement qu'elles soient robustes. Et en plus, on vise l'autonomie technique des citoyens. Donc en fait, on appelle les citoyens à remettre les mains dans le cambouis, quoi. Donc en fait, c'est technophile doublement, quoi. Donc voilà, c'est pas du tout un discours technophobe, bien au contraire. Peut-être le dernier point, avant que je termine, sur les nouveaux décideurs. Alors, c'est aussi un changement, en fait, c'est une inversion complète de posture. En fait, dans le monde stable et abondant en ressources, le décideur, c'était un meneur au service du pouvoir. Donc, le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est du contrôle et de la prédation. Donc, ça veut dire qu'on stérilise un collectif, on stérilise un territoire pour son seul bénéfice, quoi. Enfin, je caricature, mais c'est à peu près ça. Donc ça, encore une fois, ça marche très bien dans un monde stable et abondant en ressources. C'est pas très grave s'il y a une partie du territoire qui est stérilisée, parce que de toute façon, il y a plein de ressources ailleurs. Bon, dans un monde qui devient instable et en pénurie chronique de ressources, le décideur, ça devient un facilitateur au service de la puissance. Donc un facilitateur, c'est quelqu'un qui met en lien les collectifs, qui fait résonner les interactions, qui multiplie les interactions, qui densifie les interactions. Et c'est au service de la puissance. La puissance, en fait, c'est quelque chose, ça veut dire que ça se propage, ça se déploie, même si le décideur n'est pas là. Ça, c'est la puissance. Et vous voyez que c'est comme performance et robustesse, pouvoir et puissance s'opposent. Le pouvoir rend impuissant, puisque quand on est dans le pouvoir, on stérilise son collectif. Donc en fait, ça ne se déploie pas, quoi. La puissance, ça se déploie, ça se propage, quoi. Donc, vous voyez en fait ce que c'est un appel à la coopération. La coopération, c'est exactement ça. C'est de la puissance en fait. C'est par la coopération, par en gros des petites cellules autonomes qui se parlent beaucoup entre elles, comme un corps humain finalement, comme un corps biologique finalement. C'est comme ça qu'on est puissant finalement, avec beaucoup de robustesse incluse. Et peut-être un dernier point avant que je passe le micro à la salle, c'est que cette histoire de bascule de la performance à la robustesse, c'est à la fois une méthode. C'est-à-dire que c'est un principe général. Dans un monde qui est fluctuant, on fait de la robustesse, mais c'est aussi une méthode. C'est la première chose à prendre en compte. On a accès à beaucoup de solutions contre-productives. Le premier critère pour faire le tri dans un monde fluctuant, c'est le critère de robustesse. Il faut commencer par la robustesse.
Et là, d'un seul coup, on fait le tri dans les solutions du développement durable. On fait très bien le tri entre géo-ingénierie et agroécologie, par exemple. Deux solutions du développement durable. Bon, bah, la géo-ingénierie, on est coincé dans le monde de la performance. L'agroécologie, on est passé dans le monde de la robustesse. Voilà, ça permet de faire le tri assez rapidement. Et le dernier point, c'est que cette bascule vers la robustesse, c'est aussi une réponse à l'éco-anxiété. Les étudiants, les jeunes, mais en fait à peu près tout le monde, en fait c'est une épidémie là actuellement, l'éco-anxiété, et on comprend, les enjeux sont énormes. Donc face à l'éco-anxiété, eh ben, il s'agit de réenchanter le risque. C'est-à-dire que quand on fait de la robustesse, en fait on a pris suffisamment de marge de manœuvre pour être prêt pour les fluctuations qui viennent. Et en fait c'est un monde où on fait beaucoup plus d'interactions. On est en train de quitter le monde de la pauvreté des interactions. Donc le monde robuste qui vient, il est beaucoup plus engageant. En fait il est beaucoup plus joyeux, quoi. Et donc, on va en faire quelque chose de ces fluctuations. On ne va pas les subir. On va construire un monde robuste qui sera nettement plus intéressant et nettement plus joyeux. Voilà. Je m'arrête là. Il y a des bouquins. Si vous voulez creuser l'affaire, peut-être je peux surtout souligner l'antidote occulte de la performance. C'est un texte court que j'ai écrit comme un texte d'intervention, d'action, si vous voulez. Voilà, pour mettre ce sujet-là sur la table. Après, voilà, il y a le manifeste pour une santé commune dont Nicolas a parlé, justement, plutôt une méthode avec le questionnement des questions, la santé des milieux naturels, la santé sociale, la santé humaine et le test de robustesse de fluctuation pour voilà, vérifier que notre projet est robuste. La troisième voie du vivant, c'est plutôt du fond et l'incohérence aussi sur le fond, à la fois biologie et sociale pour construire de la robustesse. Un MOOC, des conférences en ligne de YouTube, un TEDx et des ressources sur le site de l'Institut Michel Serres. Je m'arrête là pour qu'on ait un peu de temps pour des questions. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Olivier. Qui se lance? Ok. Honneur aux femmes, honneur aux femmes. Ah bah on a deux femmes, on a deux femmes. Vas-y, vas-y, vas-y. J'en ai une autre ici. Bonjour, merci pour l'intervention. J'ai une question, on entend beaucoup parler de résilience, c'est un peu le mot-clé à la mode en ce moment. Est-ce que c'est un synonyme pour vous de robustesse ou c'est encore un peu différent? Alors, c'est différent. En fait, alors, je vais vous faire une petite histoire rapide des termes. Quand on est sorti de la Seconde Guerre mondiale, on est rentré dans la croissance. Voilà, 30 glorieuses. Dans les années 60, on a commencé à avoir des énormes pollutions. On commençait à voir les effets négatifs de la croissance. Et c'est là qu'on a commencé finalement à parler de développement durable. Alors, sans le prononcer comme ça, mais de croissance verte, Stockholm, etc. Le développement durable ne fait pas le tri dans les solutions, très contre-productif. Donc, du coup, dans les années 2000-2010, c'est là qu'on a commencé à parler de résilience. Alors, la résilience, c'est je tombe et je me relève. Donc, du coup, par rapport au développement durable, on met fin à l'idée d'une croissance en permanence, quoi. On se dit, oui, on va tomber, quoi. Alors, la résilience, c'est en fait, dans certains cas très particuliers, ça fait sens. Quand on le généralise à tout le monde socio-économique, ça devient toxique, parce que ça devient une injonction à tomber pour se relever. Vous savez, c'est la politique nationale de la résilience au Japon qui dit, donc après Fukushima, qui dit, pour ne pas avoir peur des radiations, il faut s'exposer. Voilà, donc je pense que vous voyez bien l'arnaque de la résilience. Donc en fait, la résilience, le problème, c'est que dans le monde socio-écologique, on lui a donné une autre définition. Mais c'est un abus de langage, qui est la capacité à persister, à s'adapter, à se transformer dans un monde fluctuant, et donc qui ressemble à la robustesse. Mais sauf que quand on parle de résilience dans le langage commun, dans les médias, c'est la résilience plutôt psychologique, qui est très toxique. Donc du coup, la robustesse, c'est différent. La robustesse, c'est se placer dans les conditions dans lesquelles on ne tombe pas parce qu'on a pris suffisamment de marge de manœuvre. Donc, ce n'est pas une trajectoire où on tombe et on se relève. C'est on élargit les bornes pour pouvoir autoriser n'importe quelle trajectoire, y compris la trajectoire résiliente. Ou si je vous le dis différemment, pour être résilient et pour que ce ne soit pas fatal, c'est-à-dire qu'en fait, on tombe et on ne se relève pas, eh ben, il faut d'abord être robuste, quoi. Donc, il faut commencer par la robustesse. Et après, on peut se poser la question de la résilience. Oui. Non, bah, du coup, j'ai pas vraiment de question. Enfin, ma question, c'était la même. Bon, du coup, je vais juste dire ma petite, ce que j'aurais voulu réagir juste avant de... Merci beaucoup, c'était très intéressant. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Et j'ai encore... la réflexion qui m'est venue pendant cette conférence, c'était aussi de me dire que j'ai l'impression, donc je suis en 5e année d'études, j'ai l'impression d'avoir été formée à la performance, très majoritairement.
Et du coup, ça ramène de l'eau au moulin encore sur cette assemblée. J'ai l'impression que pour la formation, on est encore beaucoup dans ce prisme de la performance. Voilà. Et du coup, je n'ai plus de questions. Merci. Mais je vais quand même rebondir parce que moi j'ai eu exactement la même impression dans mes études, hein, que ce soit à Normal Sup ou ailleurs. En fait, on est toujours coincé dans le monde de la performance parce que c'est ça qui domine actuellement. Donc moi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que non seulement il faut construire le monde de la robustesse qui vient, mais il faut aussi se désintoxiquer. En fait, on est dans la situation d'une dérive sectaire. On est dans une secte de la performance nécessairement positive. Et donc, moi, je vous invite à ringardiser la performance. Et donc, je vais vous donner des exemples. Il faut en fait regarder les ultra-performants. Que font les ultra-performants? Elon Musk, hein, il fait une fusée pour aller sur Mars. Mars, c'est une planète morte. C'est un projet de mort. Mark Zuckerberg, hein, il fait un bunker à Hawaï. C'est un tombeau. C'est un projet de mort. MBS, hein, il fait une ville, Neom, en plein désert. C'est encore un projet de mort. Les ultra-performants ont des projets mortifères. Alors que les projets robustes, c'est vivre avec les fluctuations du monde. Ben ça, c'est être vivant. C'est des projets de vie, quoi. Et donc, vraiment, je vous invite à déminer toute cette sémantique, tout ce narratif de la performance qui est là. Il faut vraiment qu'on en sorte, quoi. On est dans la surperformance extrêmement contre-productive actuellement. Et donc, y compris dans l'enseignement, hein, évidemment. Hein, et partout, hein, c'est pas que c'est partout. Merci pour votre présentation. J'avais une question concernant les aspects bio-inspiration, Blue Economy de Gunther Pauli, des choses comme ça. Est-ce que vous considérez que c'est aller dans la performance ou plus aller dans la robustesse? Ah bah, tout dépend. Donc, Et il y a j'ai les deux. utilisé En le fait, terme bio-inspiration et pas biomimétisme à Essian. oui, oui, je comprends, je comprends. Mais en fait, dans toute cette galaxie-là, à mon avis, le tri n'a pas encore été fait. Il y a des parties qui sont robustes et il y a des parties qui sont performantes. Alors, bah, justement, si je prends l'exemple du biomimétisme, dans le biomimétisme, il y a des parties robustes et il y a des parties performantes. Mais la version la plus connue du biomimétisme, en fait, c'est du technomimétisme. C'est qu'en fait, on plaque sur des êtres vivants des avions, des voitures, des ailes de moulin, et on oublie complètement le vivant, quoi. En fait, on pêche un moment de performance du vivant, et avec ça, on va améliorer les performances de nos systèmes techniques. Ça, c'est du technomimétisme, ce n'est pas du biomimétisme. Le biomimétisme, c'est comprendre comment un être vivant fonctionne totalement, l'ensemble du système, et qu'est-ce qu'on en sort? Eh ben, c'est de la robustesse. C'est pas de la performance, hein. C'est comme si un martien venait sur Terre faire du biomimétisme en regardant les êtres humains et qui disait ah bah ils sont vraiment super performants quand ils ont la fièvre. Donc on va copier la fièvre. Voilà. C'est le biomimétisme performant, c'est ça. C'est n'extraire que la fièvre d'un être humain, quoi. Bon, bah, donc c'est vraiment complètement contre-productif. Mais en fait, c'est juste l'opposition performance-robustesse, c'est un filtre. Ça permet de trier dans n'importe quel domaine. Je vais vous donner dans un autre domaine, dans le management libéré, là, de Frédéric Laloux, la Reinventing Organizations, là, qui parle beaucoup aux entrepreneurs, hein, management horizontal, etc. Et ben, il y a la version performante et il y a la version robuste. La version performante, c'est un management horizontal où en fait chacun porte toute la responsabilité de l'entreprise. Et donc bah, ça, c'est pire que de la performance verticale, hein. C'est que chacun a toute la responsabilité de l'entreprise sur ses épaules, quoi. Hyper toxique, usine à burn-out, hein. D'ailleurs, hein, là, je vous renvoie à Johan Chapoutot, le bouquin Libre d'obéir. Quand vous regardez les manuels de management libéré performant, que vous regardez les mots, hein, esprit d'initiative, autonomie, tout ça, c'est les mêmes mots qu'on trouve dans l'armée du Troisième Reich, hein. Donc c'est voilà, c'est le point Godwin. C'est le moment, enfin c'est incroyable, mais ce management libéré au service de la performance, c'est pire que de la performance. Donc il y a le management libéré au service de la robustesse, beaucoup plus réjouissant. Là, il y a beaucoup de coopération, c'est des groupes qui se parlent entre eux, il y a beaucoup de redondance. Donc en fait, on a beaucoup moins sur les épaules. C'est beaucoup plus relax, quoi. C'est moins fatigant. Et c'est plus robuste, ça permet de gérer les fluctuations, quoi. Donc en fait, la lentille performance versus robustesse, vous pouvez l'appliquer à peu près à tous les domaines. Donc, dans le monde de la robustesse, on vise l'autonomie technique des citoyens. Et face à cela, est-ce que vous n'avez pas peur d'un risque de formation d'opposition à ce monde de la robustesse qui apparaît donc plus contraignant? Oui, alors c'est sûr que c'est plus compliqué, hein, le monde de la robustesse, parce que c'est plus situé, c'est plus local, c'est plus hétérogène, ça demande beaucoup plus de dialogue. Et donc c'est pour ça qu'il faudra des écoles. Et c'est des écoles de la coopération.
Nous, dans l'enseignement, on est un peu encore coincé dans l'école de la compétition, voilà, avec des notes, avec des classements, etc. Ça, c'est de la compétition, c'est de la performance. En fait, il n'y a pas grand-chose à apprendre dans l'école de la compétition, puisque, en fait, encore une fois, dans une compétition, ceux qui gagnent, ce sont les plus violents. Donc, en fait, bon, voilà, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, en fait, l'école de la coopération, par contre, alors là, il y a vraiment besoin d'apprendre. C'est très difficile de coopérer. Parce qu'il faut apprendre à parler avec des gens qui sont différents, qui ont différentes cultures, qui ont différentes traditions. Il y aura de la friction, donc il faut savoir gérer des conflits, il faut savoir résoudre des conflits. Donc ça veut dire qu'on sera exposé à des conflits. Donc en effet, c'est beaucoup plus compliqué, le monde de la robustesse, que le monde de la performance. Mais par contre, c'est beaucoup plus riche. Et c'est aussi ça qu'il faut voir l'autre facette, quoi. C'est plus compliqué, mais c'est plus riche. Le monde de la performance, c'est le monde de la pauvreté des interactions. Et donc moi, je parierais plutôt sur le fait que dans le monde de la performance, et ben en fait, on n'en peut plus, quoi, de scanner des QR codes, notre interaction au monde, elle est limitée à des boutons poussoirs et des écrans, quoi. Là, je vous renvoie à Stefano Boni, son bouquin qui s'appelle Homo Confort. C'est ça qu'il dit, finalement. C'est qu'on a appauvri nos relations au monde. On s'est désensualisé du monde. On supporte plus certaines odeurs, on supporte plus certaines couleurs, certains bruits, quoi. Voilà, en fait, dans le monde de la robustesse, ça va être beaucoup plus riche, quoi. On va interagir avec beaucoup plus de choses, d'êtres vivants, des citoyens, etc. Donc, il y a aussi, donc pour moi, il y a un peu les deux, quoi. Le monde de la performance reste attractif, justement parce que ça va vite et que voilà, on a une solution clé en main tout de suite. Mais malgré le côté compliqué du monde de la robustesse, la richesse qui va avec, c'est quand même un contre-modèle qui peut être attractif aussi, quoi. Mais en fait, on est dans le moment de la cohabitation. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de prédire ce qui va se passer exactement, quoi. Merci On va beaucoup pour prendre une dernière l'intervention. question, du coup. Est-ce que l'entreprise existe du coup dans le monde de la robustesse? Et si oui, est-ce que vous avez une idée de ce à quoi elle ressemble? Ah oui, bien sûr. Alors, dans le monde de la robustesse, il y a toujours du business, il y a toujours des affaires et il y a toujours des entreprises. Et en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent en fait, il y a du déjà là robuste dans toutes les organisations. C'est que le monde de la robustesse, c'est pas une page blanche. Il y a déjà par exemple, la pause café. Voilà, la pause café qu'on fait partout, pas seulement en entreprise d'ailleurs. C'est un moment non productif, mais c'est un moment où on fait du lien social, où on fait du sentiment d'appartenance et où on fait de l'innovation. Parce qu'il y a des collisions aléatoires entre des personnes qui ne se connaissent pas forcément, quoi. Ça, c'est de la robustesse. Donc en fait, des entreprises, je vous donne des exemples. Pocheco, la boîte écolo là, qui fait des enveloppes au nord de l'île, c'est une boîte qui fait de la robustesse socio-écologique complète, quoi. En fait, ils ont repensé complètement leur modèle de fabrication des enveloppes avec des plantes qui dépolluent les solvants, avec des plantes sur le toit pour isoler, ils récupèrent l'eau de pluie évidemment. Enfin, ils ont repensé leur entreprise complètement, aussi d'un point de vue social, pour que ce soit robuste. Et pourtant, ils font des enveloppes à Lille, quoi. Donc, ce n'est pas forcément les meilleures conditions. Et pourtant, ils n'ont pas de problème de carnet de commandes, pas de problème de recrutement. Ils ont plein de monde dans leur boîte parce qu'en fait, ils sont en train de construire le modèle de l'entreprise robuste de demain. Ça, en fait, il y en a de plus en plus des entreprises qui mettent un pied là-dedans, quoi. Alors, ils ne sont pas forcément aussi avancés que Pocheco, mais il y en a de plus en plus. Donc, il y aura des entreprises dans le monde de la robustesse. C'est plutôt les ultra performants qui vont disparaître. La fast fashion va disparaître. Personne ne va le regretter, très clairement. C'est très bien aussi qu'il y ait du ménage. Les ultra performants, en fait, ce sont les plus fragiles. À la prochaine crise, ils vont être balayés. Par contre, les robustes, eux, ils vont rester. Et donc, on va aller vers ce monde-là aussi grâce aux crises, quelque part. On peut le voir comme ça aussi. Je pense qu'on va remercier Olivier pour son intervention et puis on va vous inviter. Merci.